Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer notre réunion traditionnelle, habituelle, chaque année, sur le budget participatif, puisque nous avons décidé, voilà quelques années, de faire une réunion générale, en plus des projets qui sont soumis par différentes voies, de faire une réunion publique d'information sur le budget participatif, ce qui nous permettra de faire un point rapide sur l'état d'avancement des éditions antérieures, mais surtout de vous informer pleinement afin de vous mobiliser aussi sur sa dernière ligne droite de la période d'idéation qui, je le rappelle, a démarré le 7 janvier, mais s'achève le 3 février, c'est-à-dire dimanche, à 20h précises. Alors évidemment, c'est la dernière réunion de ce type pour la mandature en cours. Puisque les élections municipales se déroulant en mars 2020, la maire de Paris a décidé, à juste titre d'ailleurs, que il faudrait laisser à la majorité, bien sûr, issue des urnes de mars 2020, dont on ne sait pas ce qu'elle sera par définition, l'opportunité de maintenir ou pas, d'ailleurs, le dispositif du budget participatif. Je vous dis déjà que nous, dans le 15e, bien sûr, on est très favorable à son maintien, voire à son développement. Il y aura sûrement d'autres moyens d'accroître la démocratie participative. Je sais que même certains dans cette salle ont des idées. Pour cette année, en revanche, bien sûr, la procédure est la même que celle des années antérieures, sans changement. Je voudrais remercier bien sûr la présence à la tribune de Harry Brodac. Il est là, j'espère. Non, pas là, super. Parce qu'en réalité, il représente la maire de Paris. Et il est important qu'il puisse... tu peux pas envoyer un message à Thierry ? Oui. Ce serait intéressant, parce que c'est lui qui doit normalement répondre à la plupart des questions. C'est une procédure mairie de Paris, et les questions, je pense, ne manqueront pas. Heureusement, un certain nombre de personnalités éminentes sont là, comme Véronique Janin, pour les affaires scolaires, Monsieur Passieux, à ses côtés, qui dirige la voirie, Madame Robic aussi, qui est au premier rang, que je saluais tout à l'heure, Monsieur Berroir, Espace Vert, Monsieur Chetet, les sports, Monsieur Lemoine, Monsieur Bertrand, aussi là, pour patrimoine, architecture, qui répondront aux questions techniques, évidemment. C'est le rôle que vous pourrez leur poser. Alors vous savez que le budget participatif, qui existe dans quelques grandes villes, d'ailleurs, au monde a été mis en place à Paris en 2014, un petit rappel. Il s'inscrit bien sûr dans une volonté de développer la démocratie locale, de donner aux Parisiens la possibilité de participer eux-mêmes à l'élaboration du budget d'investissement, parce que je vous rappelle qu'il ne s'agit que de dépenses d'investissement et pas de fonctionnement de leur ville, de leur arrondissement, à hauteur de 5% du montant total des investissements programmés pour la mandature 2014-2020, ce qui correspond à un montant pour l'ensemble de la mandature de 426 millions d'euros quand même, pour évidemment tout Paris et toute la mandature. Notre arrondissement, sur proposition de la maire de Paris, a accepté d'intégrer, voilà, Madame Delà, qui est direction de l'urbanisme, qui arrive parmi nous, je vous en prie. Notre arrondissement a accepté, évidemment, la proposition d'intégrer, dès son lancement, vous vous en souvenez sans doute, le dispositif du budget participatif et d'y consacrer le maximum de ce qui était proposé. On a pris 100%, ce qui fait que la mairie du 15e, alors, sur son propre budget, affecte à ce budget participatif 2 millions chaque année, qui sont prélevés sur les investissements, qu'on appelle les investissements d'intérêt local, pour les mettre à disposition du choix des habitants. Et c'est un montant qui est abondé par les services centraux, par la mairie de Paris, à hauteur de 4 millions supplémentaires. C'est-à-dire c'est 2 euros pour 1. C'est le dispositif dans tous les arrondissements. Quand l'arrondissement investit 1 euro, la mairie centrale en rajoute 2, ce qui fait un total de 6 millions d'euros, enfin 5,9 millions exactement, pour cette année. Après des débats que nous avons eu l'année dernière, d'ailleurs, entre nous, les uns les autres, on a décidé de flécher davantage de crédits pour ce qui... Alors, la dénomination est un peu impropre pour le 15e, puisque il se passe sous cette forme, mais il se appelle les quartiers populaires, et qui passe donc pour le 15e de 300 à 800 000 euros
et qui concerne Périchaud, Barfalguer, Frères Voisins. Donc, on a fléché 800 000 euros là-dessus. Alors bon, le 15e, vous savez, c'est vraiment engagé à fond, puisqu'on a pris le maximum de ce qu'on pouvait dans le budget participatif. Je considère que c'est une excellente procédure pour initier les citoyens aussi bien à la démocratie municipale qu'aux procédures budgétaires et la prise en main de leur destin municipal local, si je peux dire, sans employer trop grands mots. Mais nous sommes aussi très engagés sur le plan de la mobilisation des habitants et d'appui aux porteurs de projets, puisqu'il y a beaucoup de participants. En 2017 et l'an dernier, le 15e était par exemple l'arrondissement dans lequel les habitants, les collectifs, les conseils de quartier se sont le plus mobilisés, avec 211 projets en 2017, 193 en 2018. Voilà. En septembre, il y a eu une forte mobilisation aussi. On est monté sur le podium, à la première place, avec plus de 10 000 votants, 10 309 votants, ce qui faisait 1000 de plus que l'année précédente d'ailleurs, aux côtés des 13e et 18e, voilà, le tiercé tête. En 2015, 9 projets ont été sélectionnés, 11 en 2016, 12 en 2017 et 16 en 2018. Donc 48 projets au total, représentant 25 millions d'euros, dont nous assurons la mise en œuvre actuellement. C'est un travail énorme quand même que nous faisons avec les directions. Ces projets auxquels d'ailleurs s'ajoutent, oui, il ne faut pas les négliger non plus, une vingtaine de projets tout Paris qui sont votés à l'échelon central, parce que vous savez qu'il y a deux procédures distinctes. Si je peux dire, les projets municipaux d'arrondissement, en quelque sorte, vous choisissez sur une liste, et puis il y a aussi une liste parisienne pour des projets parisiens qui ont souvent une application dans tel ou tel arrondissement. C'est là-dessus ainsi, je parle sous le contrôle de Chantal Prolgène, voilà, qui est là devant des écoles. C'est comme ça qu'on a pu prélever sur un projet budget participatif municipal parisien l'équipement, enfin ce qui est nécessaire pour l'équipement de la totalité des écoles en tableau numérique, si je me souviens bien, c'est bien ça. Donc ça, c'est vraiment des choses aussi qui ont des retombées très importantes sur l'arrondissement, même si ce sont des projets classifiés Paris, quoi. Voilà, cette année encore un budget participatif d'ailleurs des écoles primaires et des collèges. Ah oui, parce qu'il y a aussi autre chose en plus de ce budget participatif d'arrondissement ou de la mairie centrale. Il y a un budget participatif dit des écoles primaires et des collèges qui est doté de 10 millions sur Paris et qui est mis en place, auquel s'ajoutent aussi d'autres budgets participatifs, parce que chacun commence à s'y mettre. Un budget RATP, un budget bailleurs sociaux. Alors, ce sont des projets liés à l'aménagement de stations de métro, par exemple, ou à l'amélioration d'entrée de stations qui peuvent être déposés pour le budget RATP. Donc, si vous voulez améliorer une station du 15e, vous pouvez évidemment proposer ça à les RATP. S'agissant des bailleurs, chacun d'eux sélectionnera prochainement les ensembles immobiliers concernés, ce qui n'est pas encore fait. Bon, il y a des décalages de calendrier. Pas de réponse. Bon. Une fois la période d'idéation terminée, c'est-à-dire après le 3 février, les projets seront jugés recevables ou pas, parce que, bon, évidemment, on reçoit des projets sans aucune limite, c'est normal, mais il y a quand même un petit travail de sélection, j'allais dire aussi objectif et neutre que possible, parce que d'abord, ça veut des projets d'intérêt général. Si vous voulez repeindre chez vous, non, c'est pas possible, par exemple. Ce sont des projets qui doivent concerner uniquement l'investissement. Alors évidemment, ceux qui concernent le fonctionnement ou qui entraînent des dépenses de fonctionnement sont rejetés automatiquement et qui doivent porter sur le domaine public municipal. On peut pas aller, par exemple, au ministère de la Défense à Ballard et puis, je sais pas, créer un jardin à l'intérieur. Voilà, des choses comme ça. Bon, il y a toujours une faisabilité nécessaire sur le plan juridique aussi, sur le plan technique, sur le plan budgétaire, sur le plan opérationnel, technique. Enfin voilà. Donc ceux qui auront passé, les projets qui auront passé ce premier filtre, qui est un filtre automatique, c'est les directions qui filtrent, seront analysés alors par les services techniques de la ville, et donc en mars, on regroupera alors oui ceux qui portent sur des projets ou des idées ou des sites similaires, parce que parfois on se rend compte qu'il y a là qu'on presque les mêmes idées, soit géographiquement, soit thématiquement. Donc on les regroupe, on fait donc une espèce d'atelier de co-construction, on les regroupe et puis
de regroupement. Et puis, on leur propose, s'il y a eu 2-3 opérateurs, de se regrouper et de proposer un seul projet qui fait la synthèse des 2 ou 3 qui se ressemblent ou qui concernent le même site. D'ailleurs, ça aura plus de chances d'être voté aussi. Et ensuite, alors, des ateliers de co-construction sont alors organisés au printemps pour ces projets fusionnés. Par exemple, l'année dernière, on en a eu 4. Je me souviens notamment d'ateliers de co-construction pour fusionner des projets sur le quartier Barque-Falguière, où il y a des gros projets de budget participatif. En juin se déroule l'épreuve finale, celle du passage des projets retenus devant la commission ad hoc, qui est composée d'élus de toute sensibilité, bien sûr, des représentants des services techniques locaux et centraux, donc de 15e et municipal parisien, de membres d'associations, de représentants des conseils de quartier, et que je préside. L'an dernier, sur les 193 projets déposés, une centaine a été présentée en commission ad hoc, donc quand même la moitié qui a été éliminée d'emblée. Oui, parce qu'on ne peut pas faire. Et ce sont finalement 33 projets sur les 100 qui ont été présents, sur la centaine qui a été présentée, qui ont été retenus. Alors on les examine tous un par un dans cette commission. Et donc 33 sur 100 ont été retenus, vous voyez, c'est à peu près un tiers, soumis au vote des habitants en septembre. Et alors, on ne peut pas savoir le nombre de projets qui seront ensuite adoptés, puisque ça dépend, c'est jusqu'à épuisement des 6 millions. S'il y a un projet qui fait 6 millions d'euros à lui tout seul et qui recueille une majorité de voix, ben voilà, il n'y a qu'un projet. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Bon, on essaye d'éviter ce genre de choses, mais en tout cas, l'année dernière, donc 200 projets déposés, à peu près, 100 projets présentés à la commission ad hoc, 33 proposés au vote des habitants du 15e et 16 retenus. Voilà, donc j'espère que cette année encore, vous pourrez vous mobiliser et que j'arrive au terme de mon intervention. Et maintenant, je devais passer la parole à Bredac, M. Bredac de la direction de la démocratie locale à la mairie centrale. Qui ne sera pas là. Et qui ne sera pas là. Bon, super, merci. Bon, et pourquoi? Il est mobilisé par le grand débat à l'hôtel de ville. Merci de l'apprendre à 19h30. C'est fâcheux parce que, bon, moi, je ne peux répondre avec tous ceux qui sont à cette tribune que sur le plan local. Toutes les questions, il y en a souvent, malheureusement, qui sont... Enfin, malheureusement, en tout cas, c'est bien, qui sont posées à l'échelon central sur l'organisation, la procédure. Malheureusement, on ne pourra pas répondre. Voilà, c'est bien d'avoir été prévenu, de ne pas avoir été prévenu. Voilà. Bon, désolé. Maintenant, écoutez, après ça, il ne reste plus qu'à vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer les uns les autres. Et j'espère que nous serons en mesure de répondre le plus possible à vos questions. Alors, je pense qu'il y a un micro-baladeur, peut-être. Allez-y. On va vous passer le micro. Non, mais allez-y parce qu'on vous entendra mieux. Merci beaucoup. Oui, je voulais attirer l'attention sur un projet au budget participatif donc du 15e arrondissement que j'ai déposé à titre personnel, mais qui me semble pouvoir recueillir un certain intérêt, notamment dans ce qui concerne l'éducation, puisqu'il s'agit de renouveler le matériel, les manuels, les documents de référence, les encyclopédies, les dictionnaires, les supports pédagogiques des organismes qui font du soutien scolaire. Qui font du soutien scolaire, puisque je suis personnellement impliqué dans le soutien scolaire. Il y a un vieillissement de ces supports. Alors moi, je suis plus impliqué au niveau des périchaux, donc je le vois bien toutes les semaines quand je fais mes interventions. Mais il faudrait qu'on ait un regard sur ce qui se fait en matière de soutien scolaire sur l'ensemble du 15e arrondissement, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le soutien scolaire
ça fait partie de l'égalité d'accès à l'éducation. On n'est plus simplement sur les gosses de riches, entre guillemets, ou les enfants les plus défavorisés et ceux qui lâchent le plus l'institution scolaire, mais que c'est quelque chose qui devient, j'allais dire, quelque chose de normal, d'habituel, et qui concourt à cette égalité. De ce point de vue, il y a effectivement devoir fait dans les collèges. Mon expérience, c'est que devoir fait est une espèce de prolongement de la journée au collège, et qu'il n'y a pas cette relation qui peut s'établir dans d'autres lieux, notamment avec des bénévoles, et qui fait que dans une relation plus personnelle, eh bien, je l'ai vérifié personnellement, on arrive notamment en matière de langue française, qui me semble extrêmement importante pour que tous nos petits enfants de primaire, eh bien, ils aient accès à une langue française qui leur permette d'être de futurs acteurs, citoyens, insérés dans l'économie, etc. Et donc, j'ai proposé de ce renouvellement, étant entendu qu'il serait intéressant de mettre au point une grille un peu qualitative qui permettrait, eh bien, peut-être à terme de labelliser, mais en tout cas un certain nombre de critères qui permettraient de repérer des organismes de soutien scolaire, eh bien, qui contribuent véritablement à cette notion d'égalité d'accès. Or, on sait qu'aujourd'hui, on a des problèmes de mixité sociale, territoriale. Même si nous sommes un arrondissement privilégié, nous avons quand même des zones dans lesquelles, par exemple, au Périchaud, ils se retrouvent tous à Modigliani. Bon, et on sait bien que c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Et moi, les élèves que je soutiens, ils sont effectivement à Modigliani, et j'essaye d'apporter ma petite contribution, mais ça pourrait... c'est aussi un signe, si vous voulez. C'est pas seulement acheter des bouquins, c'est aussi montrer une préoccupation, un intérêt pour ce sujet d'égalité à l'éducation. Merci. Oui, c'est un très beau projet. On est vraiment tous ici des fervents partisans du soutien scolaire. J'espère que votre projet pourra être retenu, même si je ne veux pas trop interférer entre les différents projets, mais c'est vrai que c'est absolument fondamental, essentiel. Et en plus, pour les Périchauds, Modigliani, où il y a d'ailleurs des initiatives pédagogiques extrêmement intéressantes, hein, comme la journée de la science, etc. Mais oui, c'est un projet. Comment Oui, associatif, oui, bien sûr, associatif, oui. Peut-être que Chantal Roljeune veut dire quelque chose, non, là-dessus, non. Chargé de, parce qu'elle est mon adjointe chargée de l'éducation. Tiens, t'as un micro, enfin. Nous en avons déjà discuté et j'ai tout de suite été très emballée par ce projet parce qu'en effet, les soutiens scolaires reçoivent des dons de livres qui sont un peu usagés et les compétences sont sans arrêt en train de changer, les méthodes de travail aussi. Et je suis complètement d'accord avec vous pour que vous bénéficiez, on en a déjà parlé avec plusieurs autres associations qui interviennent, de matériel moderne et tout à fait actuel. Autre intervention au fond de la salle. Ah non. Oui, sachant qu'il y a de nombreuses. Ah, pardon. Non, mais allez-y. Sachant qu'il y a de nombreuses associations qui font également du soutien scolaire et qui ne sont pas obligatoirement dans les mêmes quartiers. Donc il y en a au foyer de Grenelle, à la maison. Attends, mais laisse parler. Donc oui, près de l'église. Donc il y en a plusieurs. Il ne faudrait pas les oublier. Chantal. Attends, Chantal va répondre. Ah ouais. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a déjà répertorié, on s'est déjà réunis avec les institutions sociales et tout ouais, sur le soutien scolaire. Non. Je pense que une répartition harmonieuse, voilà. Tout à fait. En fonction du nombre d'élèves, du nombre de bénévoles, etc. quoi. Au fond, oui. Je voulais savoir, moi c'est une question qui ne rentre peut-être pas dans un budget participatif, mais est-ce que justement le soutien scolaire peut se faire dans les écoles pour les primaires ou pas? Chantal. Est-ce que
Tiens, prends un Parce que micro ça de se fait Chantal. souvent dans des, ou Chantal. dans la paroisse, Voilà, ou dans les paroisses, ou dans des. Est-ce que ça peut se faire dans les écoles, ou c'est autorisé ou pas? Non, alors, Parce qu'on a un c'est pas du problème tout avec- la même chose. Le soir, il y a des études sous la responsabilité de la ville de Paris, organisées par la ville de Paris avec des animateurs. Ça, on sait. Il peut y avoir les TAP, les temps d'activité périscolaire, mais ça ne concerne pas le soutien scolaire. Le soutien scolaire, c'est quand même quelque chose de très particulier, il me semble, où sont pris en compte les besoins individualisés des enfants et des familles. Je pense que c'est important de voir comment on travaille. Et il n'y a pas ça au niveau des écoles, sauf un projet d'école qui se fait plus sur les collèges actuellement. Sur les écoles élémentaires, Ça non. ne peut pas se faire parce qu'il y a souvent des enfants qui font des trajets assez importants le soir après l'école pour venir au soutien scolaire et donc ça les fatigue encore plus. Ça Non, prend mais une je pense journée que de c'est classe. très bien parce que ce sont des associations qui individualisent beaucoup plus. Le taux des études le oui, soir c'est en sûr. élémentaire est autour de 25 élèves par classe, alors que là, ils vont faire Non, leur mais faire devoir. du soutien, excusez-moi, je vous coupe. Non, mais faire du soutien individuel à l'intérieur Non, des ça écoles, n- c'est pas possible. non. Ça C'est n'existe ça que je pas voulais savoir. pour l'instant. Bon, d'accord. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Alors, à côté, Oui, je voulais simplement poser une question, enfin 3 questions en fait. D'abord, cette année, on ne peut pas proposer quelque chose concernant la voirie, les aménagements de place, les choses comme ça. Mais est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui ne coûte pas très cher ou peu cher et qui ne demande pas beaucoup d'aménagement ou pas beaucoup d'aménagement? Je m'explique. Est-ce que l'on peut proposer par exemple une rue pour les enfants comme c'est déjà proposé dans plusieurs arrondissements? On pourrait proposer, par exemple, soit autour du square Saint-Lambert, par exemple, dans le prolongement de la rue Léon Séché, qui est déjà végétalisée. Sur le côté gauche, la rue Jean Formigé, qui est entre Théophras Renaudot et donc la rue Léon Séché. Donc, on pourrait proposer là. On pourrait proposer aussi le long du square Commerce, soit à gauche, soit à droite. Soit du côté droite, peut-être que le café serait intéressé parce que les enfants pourraient jouer au patin roulette ou au vélo et pendant ce temps-là, les parents pourraient se désaltérer, disons, à la terrasse du café à côté. Ou alors, ça peut être de l'autre côté. sans alcool. Bien sûr, cela ça va sans dire. Ou alors le côté gauche, du côté Bouygues. Et on pourrait commencer dans un premier temps à faire le tronçon entre la rue du Commerce et la rue Bosset. D'ailleurs, le passage, non pas la rue Bosset, le passage des entrepreneurs, pardon, le passage des entrepreneurs, qui est barré actuellement d'ailleurs. Donc, si, c'est marqué, hein, c'est un grand panneau barré actuellement, je ne sais pas pourquoi Monsieur d'ailleurs. Pasquieu vous répondra. Et donc là, ça ne demanderait pas beaucoup, parce qu'en fait, dans les squares, il n'y a pas beaucoup de jeux ou d'activités pour la tranche d'âge 6-12 ans. Donc, à cet âge-là, il y a beaucoup de rollers, patinettes, trottinettes, enfin tout ce que vous voulez. Et surtout, il n'y a pas un terrain meuble, enfin quelque chose de lisse pour pouvoir faire ce genre d'activité. Donc, la proximité du square me paraît très appropriée. Alors, je disais que ça coûtait pas très cher. Disons, par exemple, juste une chaîne au départ, mettre une chaîne, qui évidemment, si elle est retirée, il y aurait toujours un parent ou quelqu'un qui pourrait la remettre. Et puis un panneau indiquant par exemple que cette rue est réservée aux enfants le week-end ou à partir du vendredi soir 16h30, sortie des classes. Un beau panneau. Et bien sûr, des petits marquages au sol pour faire la marelle, les choses comme ça. Donc une boîte de craie. Donc le coût ne devrait pas être énorme. Voilà. Donc est-ce qu'on peut quand même le proposer? Est-ce qu'on peut le mettre dans le budget participatif? Ça, c'était ma première question. Si je peux continuer pour ma deuxième question, si je peux, qui concerne un autre domaine, c'est de la rue du Commerce. Quand vous allez dans la rue du Commerce, vous entrez, vous avez un panneau de rue partagée. Vous avez une voiture, un cycliste et une personne, qui veut bien dire que la rue est partagée, et c'est marqué 20. Vous avancez dans la rue du Commerce. À ce moment-là, au niveau de la rue de la boutique SNCF, vous avez un panneau 30. Donc là, vous accélérez, vous passez le carrefour Il n'y a pas de très panneau vite 80, c'est à déjà 30. ça. Voilà, vous arrivez le carrefour à 30 et là, vous retombez à 20. Donc, est-ce qu'il y aurait une possibilité de s'entendre? Parce que là, on ne parle pas de route départementale, on parle de 20 ou 30. Donc, de savoir exactement si... Voilà.
Donc, ma question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus, sur le 20 ou le 30? Parce que ça fait drôle quand vous êtes dans la rue Letellier, vous voyez bien 20, vous entrez, vous tournez sur la droite pour la rue du Commerce, là, vous voyez 30. Et vous avez 2 panneaux pour vous rappeler que c'est bien 30, que ce n'est pas 20. Donc, vous traversez bien le carrefour. Il faut vraiment accélérer à ce niveau du carrefour. Donc, est-ce qu'on peut trouver 20 ou 30? De toute façon, peu importe, les voitures ne vont pas à 20, ni à 20, ni à 30. Donc, à 80. Voilà, c'est pour ça que, est-ce que dans le budget participatif, on peut mettre, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais un indicateur de vitesse, c'est-à-dire que quand une voiture passe, la vitesse s'affiche. Je ne sais pas si ça s'appelle un radar, mais c'est un juge de paix en tout cas. Radar pédagogique. Un radar pédagogique, c'est bien dit. Donc, en tout cas, c'est un juge de paix pour tout le monde, l'automobiliste, et tout le monde voit que c'est pas 20-30, mais c'est plutôt 80-90. Au choix. Peut-être pas quand même. Il faut prendre de l'élan. Souvent, c'est ça. En tout cas, ça n'a rien d'une rue partagée. Vous ne pouvez absolument pas être au milieu de la chaussée avec les enfants, c'est pas possible. Ma troisième question, pendant que j'y suis, c'était concernant, et après je vous laisse la parole, c'était concernant les animations rue du Commerce. De plus en plus, il y a d'animations rue du Commerce et la rue n'est pas fermée à la circulation. Ce qui fait que les trottoirs sont encombrés, les stands s'allongent de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils prennent bien la place des livraisons, mais le poteau et le bloc qui est autour empiètent largement sur le trottoir. Alors déjà dans cette rue, on peut difficilement circuler le week-end, surtout le samedi, avec les grandes jardinières. Et c'est un peu un paradoxe dans cette rue parce que c'est une rue soi-disant commerçante et on ne peut pas faire de lèche-vitrine. Quand vous arrêtez à certains endroits, ben en fait, vous gênez le passage. Donc finalement, vous ne pouvez pas... voilà. Donc, bon. Bref. Donc là, est-ce qu'il y aurait une solution? Surtout qu'à certains endroits, avec les poteaux, il n'y a même pas un fauteuil roulant qui peut passer. Il n'y a pas 70 cm. Il n'y a pas. Donc, est-ce que ce serait possible de trouver une solution? Donc, on propose les bornes rétractables. On nous dit non, c'est pas bien. En plus, le service de sécurité, il n'y a pas de budget à la mairie. Les commerçants ne veulent pas payer. Donc, on fait quoi? Et les animations veulent... Tout le monde veut les animations, que ce soit les riverains comme les commerçants. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de mettre un stand carrément au milieu de la chaussée? À ce moment-là, ça ne coûte rien. On demande un stand et voilà. De chaque côté de la chaussée, il y en a à tour de rôle qui se mettront autour de la chaussée au milieu. Quelle est la solution et est-ce qu'on peut mettre ça dans le budget participatif? Simplement pour que les gens réfléchissent comment faire pour que cette rue devienne de plus en plus piétonne. Avant, il y avait un choc, il y avait un barrage psychologique parce que personne ne voulait la rue, enfin les commerçants ne voulaient pas. Apparemment, il y a une évolution énorme et on arrive maintenant à finalement, pourquoi pas? Bon, en attendant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la rente piétonne de plus en plus le week-end et à d'autres occasions, et surtout à l'occasion des animations, mais que le trottoir, on puisse circuler, parce que le trottoir, c'est quand même la priorité du piéton et des fauteuils roulants quand même. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci, mais n'hésitez pas à déposer vos projets avant le 3 février, hein, de toute façon, même sous une forme simplifiée et synthétique. Je vais passer la parole dans un moment à Monsieur Passieux. Peut-être qu'il y aura un certain nombre de réponses techniques à apporter, mais avant toute chose, effectivement, la rue du Commerce se prête tout à fait à ce que vous dites, évidemment. C'est la raison pour laquelle, voilà plusieurs années, un vœu avait été adopté par le conseil d'arrondissement pour une piétonisation le week-end, ou le dimanche, vous savez, j'ai plus de la rue du Commerce. À partir de là, vous l'avez fort bien dit, on bute sur des problèmes techniques. Parce que soit on met des bornes rétractables, et donc je vois bien qu'elles ne fonctionnent pas de façon formidable en mairie, et puis de toute façon, il faut bien faire monter, baisser la borne, hein. Donc soit vous avez des codes, donc c'est un peu compliqué en pleine rue, soit vous avez un centre de vision, quoi, qui permet de filmer la personne qui arrive, et ça. Donc c'est quand même extrêmement coûteux, ça c'est sûr. Et donc, bon, je vous dis tout de suite, on n'a aucun budget là-dessus, mais surtout. C'est un dispositif qui demande du personnel, parce que pour commander les bornes, il faut du personnel. Et donc, budget de fonctionnement. Donc, ça ne peut pas être dans le budget participatif, déjà. Alors, on peut toujours mettre des plots, etc. Mais il faut que la rue aussi puisse accueillir des voitures des riverains. Et c'est pour ça, quand vous dites mettez un stand au milieu de la rue, mais comment font les riverains pour passer? C'est une rue qui fait pas loin d'1 kilomètre, quand même. Les riverains doivent pouvoir passer... décharger des choses, il y a des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Donc
même quand elle est piétonne, il faut que les riverains puissent accéder à leur domicile. Il y a quand même beaucoup de monde, même s'il y a assez peu de parking. Surtout que le parking de la Poste rue du Théâtre est fermé en plus. Alors, donc, voilà. Mais et puis il y a le nouveau parking maintenant rue Frémicourt, c'est sûr. Mais enfin bon. Donc il y a là actuellement des discussions. Bon, plus qu'un budget participatif, c'est à la limite, c'est presque pas ça le problème, puisque il y a des discussions en ce moment entre la mairie, l'association des commerçants notamment, pour voir comment se partager un financement de surveillance humaine, parce que la rue du Commerce est traversée par des voies perpendiculaires qui font qu'on est obligé de mettre une barrière mobile avec quelqu'un derrière pour la pousser, quand des riverains veulent passer. Donc ça nécessite un certain coût. Et de 8h du matin à 8h du soir, par exemple, ça fait une certaine amplitude horaire. Si on fait ça un jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas le même coût. Donc on est en train de discuter de tout ça, mais c'est du budget de fonctionnement. Donc ça ne peut pas être objet participatif, ça c'est clair. Nous essayons de voir comment on peut se partager cette dépense qui me paraît utile pour ce secteur entre l'association des commerçants, qui n'est pas si riche qu'on le pense, parce que beaucoup de ces commerces, vous l'aurez constaté, sont des commerces franchisés. Donc c'est pas des commerces de quartier, il n'y en a presque plus. Les commerces de quartier, du commerce. Je me souviens, il fut une époque, je ne sais pas pourquoi j'évoque ça, mais il y avait 7 charcutiers. C'est l'heure de dîner, peut-être. Mais, vous savez combien il reste de charcutiers du commerce? Il ne reste plus, il y en a 0. Il y a un boucher, heureusement, un ou 2. Mais voilà. Donc maintenant, ce sont des commerces de vêtements franchisés, donc qui ne sont pas intéressés par une participation à la vie locale. C'est ça le sujet quand même important. Donc c'est compliqué. Enfin, on essaie de bouger avec le nouveau président, notamment de l'association, qui est un pharmacien. Donc la piétonisation, oui, moi j'y suis favorable. Qu'on commence par le week-end, c'est le type même de rue qui est tout à fait configuré pour être piétonisé au moins le samedi ou le dimanche, etc. Alors c'est vrai que le président précédent de l'Association des commerçants y était défavorable. Le nouveau y est favorable, donc je pense que ça va pouvoir avancer. Et puis alors il y a aussi cette affaire de vitesse différente. J'avoue que je sais pas, Monsieur Passieux peut-être connaît ça par cœur, mais ça m'avait échappé, donc on va voir. Le radar pédagogique, vous abordez un sujet sensible parce que ça fait plusieurs années, mais je voudrais pas mettre Monsieur Passieux en difficulté, que nous avons acquis des radars pédagogiques dans le 15e, les conseils de quartier notamment. Je me souviens qu'on avait mis par exemple sur la rue Lecourbe, avant le lycée Louis Armand, parce que là ça trace, lycée Louis Armand, il y a une possibilité de faire de la vitesse. Donc on avait mis un radar pédagogique. On s'était rendu compte que les voitures évidemment étaient toutes en excès de vitesse, c'était dangereux. D'ailleurs ces radars pédagogiques enregistrent les vitesses, font des séries, des statistiques, etc. Donc c'est intéressant, et en plus ça s'affiche, donc les gens voient qu'ils pensent être à 30 à l'heure, ben non, ils sont à 60, c'est pas pareil. Alors ça nous avait d'ailleurs donné des arguments pour ensuite mettre le tapis bitumineux. Enfin, il y a un tapis, vous savez, qui était surélevé juste avant le lycée, justement, quoi. Bon, mais nous avons acquis donc des radars pédagogiques, notamment beaucoup de conseils de quartier, sauf que ils sont dans une cave, dans un local de la voirie, qui, pour des raisons que vous expliquera Monsieur Passieux, qui ne vous convaincront pas d'ailleurs, ni parce qu'elles ne m'ont pas convaincu, donc il n'y a pas de raison qu'elles vous convainquent, ne sont pas mises en œuvre. Voilà, ils sont pas mis en œuvre, mais voilà, mais moi je pense que ce serait bien de les mettre en œuvre pour la sécurité routière, surtout dans certains endroits comme ceux-ci. Et ensuite, la rue des enfants, oui, très bien, la rue des enfants, c'est une très bonne idée. Je me souviens que nous avions fait une expérience voilà quelques années sur le Cardinal Hamet, vous voyez, autour de l'église. Il y a des venus voir, enfin bon, bref, donc c'était assez modeste, mais ça avait étudié, ça permet aux enfants de jouer en toute tranquillité sur un espace public, voilà. Même s'il n'y a pas d'aménagement particulier, encore que sur les squares, peut-être que Marie Toubiana pourra nous dire ce qu'il en est des jeux pour les enfants, puisque vous les avez évoqués. Alors, vous avez évoqué les squares Saint-Lambert, square du commerce. Ça fait l'objet justement d'un projet et d'une réalisation, d'une réalité aussi de trame verte, de micro-trame verte, si je peux dire, qui part de la station de métro Vaugirard pour aller jusqu'au square du commerce, finalement, à terme. Parce que, comme vous l'avez pu le constater, on a rénové le square Chériou, qui est quand même très bien. Félicitations au service des parcs et jardins, parce qu'on a augmenté de façon considérable
la végétalisation, hein, d'un tiers au moins, peut-être, ou à peu près. J'ai pas la proportion, mais de 2000 mètres carrés. De 2000 mètres carrés en tout cas. Et bon, il a été entièrement rénové. Enfin, on vous en dira un mot tout à l'heure, si vous le souhaitez. Ensuite, il est prévu qu'il y ait une petite ligne verte sur le parvis de la mairie. Vous avez vu qu'on a refait aussi les pieds d'arbres de façon plus, j'allais dire plus sauvage, c'est pas tout à fait le cas, mais enfin bon, c'est planté. Et puis ensuite, il y a la rue végétale qui demande quand même être un peu plus végétale, rue Séché, qui piétonne et qui donne sur le square Saint-Lambert, qui lui-même est en rénovation. Peut-être que vous en direz un mot aussi. Et alors, l'idée après, c'est de partir, de traverser, alors peut-être par la rue La Canale, vers végétaliser, et puis aussi un peu améliorer, parce qu'elle n'est pas terrible, la rue La Canale quand même, et puis arriver au square du commerce. Vous voyez, ça nous fait une traverse, square Chériou, square du commerce. C'est ce genre de choses qu'on essaye aussi de faire. Enfin, rien du tout. Voilà, je crois que j'ai parlé un peu de tout ça, mais tout ceci ne relève pas vraiment du budget participatif, sauf que ce sont des sujets qu'il faut faire avancer, sauf la rue des enfants peut-être. Donc je vais passer la parole maintenant peut-être à Monsieur Passieux pour qu'il puisse évoquer ce sujet. Bonjour. Alors, pour vous répondre, en commençant par la rue du commerce, donc je viens de la parcourir rapidement sur Google. Je pense qu'il s'agit, enfin, j'ai pas vu de panneau comme ça, mais je pense qu'il s'agit d'un chantier qui s'est installé. Enfin, c'est une pure imagination, mais et comme ils ont des panneaux type limitation à 30 auprès du chantier, j'imagine que le concessionnaire a mis son panneau comme d'habitude, sans faire attention qu'il était dans une zone de rencontre limitée à 20 km/h. Enfin, on fera le tour, hein, si c'est un panneau de chez nous, mais enfin, je serais quand même très étonné. Mais on se rapprochera aussi du concessionnaire pour lui faire changer son panneau. Concernant les bornes, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés sur les bornes de limitation d'entrée en quartier piéton. Il y en a, pour le moment, on a beaucoup plus qu'on enlève. Il y a eu le quartier des Halles, notamment, où ça a été enlevé. Et il y a beaucoup d'expérimentations pour essayer de s'en passer avec une réglementation et puis des contrôles. Et au fonctionnement, c'est très compliqué à faire fonctionner, surtout quand il y a beaucoup de livraisons, comme ce serait le cas rue du commerce. Donc je pense qu'effectivement, par contre, les genres des extensions mais c'est plus le budget participatif, mais de Paris Respire ou de campagnes comme ça, ça peut être des pistes, voilà, en tout cas à proposer. Pour la rue aux enfants, donc ce qu'il faut vraiment, c'est des gens qui... Parce qu'on cherche des sites, hein, mais c'est des associations qui s'engagent et puis qui entretiennent et qui viennent contrôler les ouvertures, fermetures. Donc je crois qu'il y a une grosse partie, c'est lié aux associations qui savent s'engager sur la durée et tenir ça, mais ça peut être aussi proposé. Hein, Et quant à l'encombrement des rues, oui, c'est ça là qui restait. S'il y a des jardinières où on passera voir, normalement, il faut qu'il reste 1,40 m et ponctuellement 90 cm. Donc si vraiment c'est très ponctuel à un endroit qui a que 90 cm sur un trottoir, c'est acceptable, même si c'est pas toujours très confortable, surtout dans une rue commerçante. Et puis d'une manière générale, on vise plutôt à avoir 1,40 m, voire même plus, mais enfin au moins 1,40 m minimum. Donc on fera un contrôle et puis s'il faut réduire, il y a peut-être des autorisations qui ont été données pour des jardinières au pied d'arbre de manière un peu rapide. Mais... Pour les patins à roulettes, le vélo. Parce que si vous partez dans les associations, ça veut dire aussi apporter du matériel. Et le matériel, ça peut être des tables, des chaises pour faire des jeux de société, ça peut être des choses pour faire un espace de glisse. Ça devient beaucoup plus lourd. Donc, tandis que la petite chaîne simple, c'est simplement les enfants font du patin à roulettes, du vélo, ils ont un espace, parce que dans les squares, que ce soit à Dolceriou, qui est très bien, il n'y a absolument rien pour les enfants de 6-12 ans à Dolceriou. Donc, voilà, c'est quand même les grands oubliés. Donc, ça, on peut le faire assez vite. Peut-être à Dolceriou, on y avait pensé, simplement, le problème, c'est qu'il est en pente. Donc, pour faire du patin à roulettes, c'est pas terrible pour les enfants, surtout quand ils apprennent. C'est-à-dire qu'ils s'écrasent sur les grilles du bas, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous semblait que c'était mieux la rue Jean Formigé, parce que justement, il y a la rue Léon Séché qui a été faite, et c'était un prolongement logique.
Donc, Oui, sauf que vous savez, maintenant on a la navette qui passe. oui, là. la traverse, là, c'est ça, La traverse. traversière. Mais bon, à la limite, on peut soit la faire passer autre part, soit elle roule pas à 100 Bah à oui, l'heure. là, oui, non, mais... Oui, mais elle roule pas à 100 à l'heure. À la limite, on peut la laisser. C'est comme dans une rue piétonne. Il y a des rues piétonnes dans Paris. Il y a bien des voitures qui passent dans les rues piétonnes, que ce soit les livraisons, que ce soit les riverains, que ce soit les choses comme ça. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas dans le 15e? Donc, voilà. Donc, moi, on peut faire remonter cette idée de rue aux enfants, ou ça peut être proposé à travers le budget participatif peut-être, mais en tout cas, moi, je peux en parler dans les programmes. Après, on verra. Donc, c'est quand même très lié à... Parce que c'est une chaîne à fermer ou à ouvrir, mais il faut quand même que quelqu'un le fasse. Après, il y a des questions de responsabilité. Faut que ce soit quand même fait avec beaucoup de rigueur. Sinon, en cas d'accident, ça peut être quand même très embêtant. J'avais juste éludé une question piège sur les radars pédagogiques, sur laquelle je vais vous répondre. Donc, il y a effectivement des radars pédagogiques que la mairie avait achetés. Il y en a eu quelques-uns qui ont été posés, ça a été évoqué, et puis on a fait des essais. La difficulté provenait du fait que c'est des radars qui sont sur batterie, ou sur pile plutôt, qu'il fallait changer. Donc, ça mobilisait les brigades du personnel donc en régie pour venir changer ces piles régulièrement, ce qui mobilise des équipes, ce qui prend quelque part sur du budget de fonctionnement et du temps par rapport à ce qu'il faut quand c'est des brigades centralisées qui viennent d'assez loin. Donc la limite était là. C'est ce qui a fait qu'on a été très limité. Dans le cadre du budget participatif, on demande que si on pose tout ce qu'on installe, on s'engage à l'entretenir et que ça ne génère pas de crédit, d'opération d'entretien, quoi. et tous Donc les c'était radars, ça la limite. Alors, et tous ces radars il peut y avoir... sont pareils. Tous les radars ceux qui ont pédagogiques. été achetés sont comme ça. Alors après, bon, donc on a dit qu'on travaillerait, peut-être on regardera quand même sur le fait qu'il puisse y avoir des radars, on l'avait évoqué d'ailleurs, pédagogiques avec des panneaux solaires ou peut-être alimentés. Mais alimenter, c'était très compliqué parce que forcément, on pense tout de suite à l'éclairage public, mais les exploitants craignent qu'il y ait des défauts qui soient provoqués par ça, qui se retrouvent avec des rues dans le noir parce qu'il y a simplement un défaut peut faire tomber toute une rue. Donc, ils sont très peu favorables à ça. Et on a du mal puisqu'on leur demande d'intervenir rapidement pour résoudre tout ça, on a du mal à ne pas tenir compte de cet avis. Donc voilà, on en est là. On trouvera sûrement des moyens pour d'autres radars ou ponctuellement. Après, j'avoue qu'on a eu déjà des demandes pour des rues qui sont des chintes où les gens roulent très vite. La rue du Commerce, c'est peut-être pas l'exemple type où c'est déjà des rues qui sont recalibrées. Non, mais j'entends qu'ils vont vite, mais il y a plein de rues. On nous a parlé de la rue d'Annecy il y a pas longtemps. Enfin, des rues. Ou alors, est-ce qu'on peut mettre un peu plus de ralentisseurs, rue du Commerce? Eux aussi, par exemple, ça, c'est typiquement ce que vous pouvez mettre dans le budget participatif. Sécuriser un carrefour et puis ou une traversée piétonne avec ralentisseur, et on peut ajouter quelque chose. Et par exemple, un panneau supplémentaire au niveau de la rue du Théâtre, rue du Commerce, est-ce que vous pourriez mettre un panneau 20, le rappeler que c'est 20? Là, il n'y a rien. Donc, tout cet espace, c'est un grand espace après le 30. Vous avez tout un espace où il n'y a plus rien après marqué. C'est le principe des zones de rencontre. On met des panneaux qu'aux entrées, et tant qu'il n'y a pas de panneaux sortis, normalement, les automobilistes doivent savoir qu'ils sont dedans. Et donc, on n'en met pas à tous les carrefours. Oui, mais enfin, vous avez un perturbateur avec le 30 au milieu. Hein, donc là, on ne sait plus après. On va s'en occuper de celui-là. Bien, attendez. Non, attendez, s'il vous plaît. Vous avez fini, alors? Bon. Alors, attendez, il va y avoir quelques réponses d'adjoints encore. Mme Toubiana, qui est adjointe chargée de se et puis on se connaît bien avec madame. Peut-être après. On se connaît bien. Tout le monde connaît madame. Bonsoir madame. Au sujet de la rue et bravo pour votre participation, votre engagement citoyen. De la rue aux enfants, on en a souvent parlé. En fait, comme l'a dit monsieur Passieux, c'est facile à faire, mais c'est un problème d'accès. Il faut contrôler l'accès. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment contrôler l'accès en fait. Parce que ça peut très bien se faire, cette rue aux enfants, on peut l'expérimenter le dimanche, mais il faut pouvoir réfléchir à comment contrôler l'accès. Au sujet des jeux pour enfants, le Square Chériou, il y a en effet des jeux pour enfants, pour petits. C'est vrai que le square est petit, donc on ne peut pas mettre deux sortes de jeux. Par contre, à Saint-Lambert, vous avez un éventail de jeux pour enfants, pour adolescents, qui est quand même assez grand. Pardon ? Peut-être que monsieur...
Béroir peut mais compléter. vous savez que le square Chériou est petit, donc on ne peut pas mettre 2 sortes de jeux. Donc il y a des jeux pour enfants, avec un bac à sable. Enfin, non, le bac à sable. Monsieur Béroir, Ouais, donc effectivement. sur la Madame trame verte Toubiana- et sur les jeux. Madame Toubiana a un petit peu tout dit hein, sur le square Chériou. Il est assez petit, donc on ne peut pas avoir une offre qui permet d'accueillir des enfants de tous les âges. Donc, de tous âges. Hein. historiquement, c'était plutôt des petits qui étaient accueillis. On est resté sur cette tranche d'âge. C'est vrai que le square Saint-Lambert est tout proche. Il est relativement petit aussi. C'est vrai que c'est un des secteurs du 15e où il y a relativement peu d'espace vert. Donc, malheureusement, assez peu d'aires de jeu. Mais c'est vrai que l'offre de jeu au Square Saint-Lambert est quand même plus variée, même si effectivement, comme il y a beaucoup d'enfants dans ce secteur et assez peu d'aires de jeu, c'est vite saturé. Et sur l'aménagement des jardins Chériou, Saint-Lambert, commerce maintenant. Alors c'est surtout des aménagements horticoles qui restent à faire. Enfin, sur Chériou, donc comme on vient de le dire, il y a eu l'aire de jeu qui a été refaite et une très grande partie des allées minérales qui a été revégétalisée. Donc pour donner l'aménagement que vous connaissez aujourd'hui, beaucoup plus végétal, donc beaucoup plus qui propose un lieu de détente beaucoup plus intéressant qu'auparavant. Le Square Saint-Lambert est également en rénovation horticole. On a un nouveau chef d'atelier qui est arrivé sur site, qui est très moteur et qui a envie vraiment de redonner au Square Saint-Lambert l'aspect qu'il avait à l'origine. Donc, qui a repris des plans de plantation assez anciens et qui essaye de s'y conformer au maximum. Donc, il y a encore beaucoup de travail horticole à faire, mais voilà, ça va se continuer tout au cours de l'année et puis l'année prochaine également. Bien, Madame Giovannucci. Alors, ils vont commencer. Alors, ils devaient commencer normalement demain, vu la météo. Je pense que ça risque d'être décalé à la semaine prochaine, mais enfin, c'est incessamment sous peu. Voilà. Les grilles du Square Chériou vont être refaites. C'était le dernier aménagement qui restait à faire sur le Square. Moi, c'était juste sur les radars pédagogiques. Il faut savoir que chaque conseil de quartier a acheté un radar pédagogique à 1 600 €. Alors pourquoi nous avoir vendu des radars pédagogiques qu'on ne peut pas mettre en fonctionnement? C'est quand même aberrant. Je n'ai rien vendu. Hein. Ce qui est possible dans toutes les villes et les villages de France, ce n'est pas possible à Paris. C'est tout. Voilà, bon. Voilà, bon. Bizarre. Enfin, on va essayer de remédier. Non, parce que j'en profite pour dire à M. Passieux que dans chaque réunion, quand même, on a cette question sur le radar pédagogique. Hein. Donc, madame, bon, c'est pas vous toute seule qui vous déplacez dans toutes les réunions, même si vous êtes très très présente, mais c'est vrai qu'on a souvent cette... donc, il y a un vrai questionnement qu'il faut régler, quoi. Voilà. En plus, on les a, les appareils. Oui. Qui souhaitait s'exprimer? Ah, oui, alors madame qui avait le micro. Oui, je Après, voudrais revenir sur l'aménagement du square Violet. Violet, il faudrait prévoir une aire pour les jeux de ballon. Car autrement, il y a des jeux de ballon partout. C'est sale, mal entretenu, malgré l'effort formidable des jardiniers. Donc les gazons sont piétinés, les grilles renversées. Ça va pas du tout. Donc il faut prévoir effectivement un endroit où les enfants de 5-10 ans puissent jouer au ballon, avec éventuellement un revêtement synthétique, parce que jouer dans la poussière, ça leur plaît pas beaucoup. Donc je pense que c'est peut-être faisable. Et ça rejoindrait la proposition de madame. Je ne sais pas si c'est très, très onéreux, mais en attendant, c'est inadmissible. Donc, les jardiniers refont le gazon chaque année, ça coûte cher aux contribuables. Ils font des massifs qui sont superbes, mais c'est insupportable. Et il n'y a personne pour dire aux enfants... Théoriquement, les jeux sont non autorisés. Ça, c'est sur l'entrée du square. Non autorisé, pourquoi pas interdit, hein. Ce serait quand même plus net. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Merci. Vous avez raison, surtout que j'y ai planté un arbre avec l'ambassadeur de Corée. Voilà, vous vous souvenez, Corée du Sud, hein, je précise tout de suite, parce que mais j'espère qu'il tient toujours d'ailleurs. Bon, mais j'ai beaucoup de protestations sur effectivement ce qui se passe dans le square Violet. Le revêtement, oui, parce que regardez par exemple dans le square Chériou, c'était aussi, il y avait de la poussière, ça. Le revêtement a été modifié. C'est pas un revêtement forcément synthétique. D'ailleurs, enfin, je connais pas trop la technique, mais c'est un revêtement qui permet d'ailleurs l'écoulement des eaux.
dans de meilleures conditions, qui passent en dessous, et puis aussi éviter de la poussière. Enfin, bon, je ne dis pas avec des termes techniques, mais vous pouvez peut-être en dire Donc, plus sur le effectivement, Square c'est du béton poreux qui a été mis en œuvre autour du kiosque à musique du Square Cherriou. Donc, c'est un matériau, comme son nom l'indique, c'est du béton, donc c'est assez durable dans le temps. Et comme son nom l'indique également, il est poreux et donc il permet l'infiltration des eaux. Donc, il n'imperméabilise pas les sols, ce qui est quand même une des doctrines actuelles que l'on suit dans tous les projets. Ça permet l'écoulement des eaux. Voilà. Alors, sur le Square Violet, ouais. Qui parle? Madame Toubiana, sur le Square Violet? Pour le Square Violet, monsieur Pedro le sait, puisque ne serait-ce que la semaine dernière, je l'ai interpellé là-dessus, parce que malheureusement, les jardiniers font du bon travail, mais avec les jeux de ballon, plus les chiens, parce que j'ai beaucoup de plaintes là-dessus, on arrive à un état catastrophique sur ce square et on a beaucoup de plaintes là-dessus. Alors vous avez parlé, madame, de faire un emplacement pour les jeux de ballon, mais le problème c'est que le Square Violet n'est pas très grand. Faire un emplacement pour les jeux de ballon, c'est pas évident. C'est pas évident, et à ce moment-là, nous allons avoir, comme au Square du Clos-Feuquière, les adolescents qui vont venir, ou les plus grands, et ça va être infernal. Donc en fait, ce que nous réclamons depuis longtemps avec monsieur le maire, c'est qu'il y ait tout simplement des gardiens en permanence, qui fassent respecter le règlement. Malheureusement, nous n'en avons pas. Et moi, je fais passer la DPSP souvent, justement, à cause de ces jeux de ballon, et des chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Et je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'aménager vraiment un espace, parce que ça va pas être la bonne solution. Je constate qu'au Square du Commerce, il y a un magnifique emplacement pour les jeux de boules. Oui, mais ça c'est magnifique, qui est complètement à part. D'accord, mais les enfants, c'est sacré. Il est complètement à part, madame du Square. Mais c'est ça, je pense que c'est la seule solution. Ou alors vous interdisez tout le temps les jeux de ballon, comme c'est écrit sur la barrière. Mais ce n'est pas respecté. Je sais pas, monsieur Béroir, s'il y a un espace suffisant pour aménager vraiment un petit city-stade, en fait, dans le Square Violet. Franchement, je pense pas. Je partage votre et avis. Ça dénaturerait. Et en plus, excusez-moi, avec les habitants qui sont autour, parce qu'il y a quand même pas mal d'habitations autour, s'ils ont des jeux de ballon vraiment concentrés sur un espace, ça va être dramatique au point de vue bruit et nuisance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Béroir. Oui, c'est vrai que le square est assez petit. En plus, il ferait un peu caisse de résonance, comme les immeubles sont assez proches, donne tout de suite sur le... Voilà, donc je pense que si on mettait un terrain de sport, comme il y en a eu un d'installer au Clos-Feuquière, on aurait beaucoup de plaintes parce qu'il y aurait beaucoup de bruit. Oui, ça voudrait dire supprimer une pelouse et aménager un city-stade ou un espace minéralisé pour justement accueillir ces jeux de ballon. Oui, je vois très bien la pelouse. Il y a une pelouse particulièrement qui est très touchée par ces jeux de ballon, la plus grande. Bien. Et peut-être, Madame Calmico, Madame Mortin, allez-y. Oui, moi je suis boulevard de Vaugirard, on attend depuis 2016. Monsieur Passieux, chaque fois que je le vois, je lui demande. Mais oui, il sait ce que je vais lui demander. 2016, on a voté le budget participatif boulevard Pasteur, la végétalisation. On ne peut pas le faire parce qu'il y a les travaux de la Ville AM. On le reporte sur le boulevard de Vaugirard. Et tous les ans, je reviens avec ma question, quand est-ce que vous le faites, cette végétalisation boulevard Pasteur? Ça devait être au mois d'octobre, ça a été reporté. Pour quand? Parce que là, on peut peut-être débaptiser le boulevard de Vaugirard pour l'appeler le boulevard Pénélope. Alors, les études du boulevard ont été présentées en conseil de quartier, oui, que ce soit Vaugirard et Pasteur, hein, avec les avancements. Donc, les travaux doivent commencer à la fin de l'été prochain. Pour une durée, donc en commençant, non, mais bon, les services, c'est des services centraux qui étudient, donc je parle pour eux, mais on sont venus nous présenter 2 reprises, enfin comme ça concerne plusieurs conseils de quartier, on présenté plusieurs fois ce projet, donc les choses sont tangibles.
Et maintenant, ils arrivent en fin de projet. Après, ça va être les passations de marché et les travaux seront réalisés en commençant par le boulevard de Vaugirard et puis après le boulevard Pasteur dans la poursuite à partir de cet été. De la fin de l'été, de septembre. Voilà. Alors, on va peut-être pas passer en revue tout l'aménagement du 15e, parce que vous êtes là pour éventuellement proposer des projets pour le budget participatif, les présenter ou voilà, poser. Monsieur. Vous avez évoqué le quota sur les quartiers populaires. Alors, ma question a été un peu en aval, c'est-à-dire au moment où le vote, vous avez dit que le vote des habitants aurait lieu en septembre. Mon souhait, c'était justement que, puisque en fait on a voulu favoriser les projets des quartiers populaires, ce qui prouve que ça n'allait pas de soi, hein, sinon on n'aurait pas fait de quotas particuliers, c'est qu'on ait une meilleure répartition des urnes dans le 15e. Les urnes ont un peu tendance à subir votre magnétisme et à être très près de la mairie du 15e même. Est-ce qu'on pourrait espérer que cette année, il soit plus réparti et notamment qu'il y ait des urnes dans ces quartiers populaires de façon à faciliter l'application de ces populations dans les projets qui leur tiennent à cœur, pardon. Alors, ce n'est pas moi qui conduis le triporteur, ni qui en établit l'itinéraire, mais oui, s'il y a un problème, je vais le voir avec les services, oui, pour que ça... Mais le sujet aussi, c'est... Alors, peut-être que mes adjoints pourront dire davantage, parce qu'ils suivent le truc, mais je pense que ils sont disposés aussi à des endroits de passage importants. Voilà, alors je ne sais pas à quel secteur vous faites allusion, mais je pense qu'ils sont disposés sur des places ou des carrefours, des choses, des endroits où il y a beaucoup de... Peut-être compléter, hein, je fais partie de l'espace de vie sociale des Frères Voisins, pour être clair. Frères Voisins, on a eu la chance d'avoir le triporteur un mercredi matin, c'est un peu pour faciliter le vote des habitants, qui par ailleurs subissent dans ces quartiers populaires la fracture numérique. On essaie effectivement de les inciter à voter en ligne, parce que c'est un moyen moderne et facile et peu coûteux pour la mairie. Je comprends bien que tenir une urne ou le triporteur, ça implique des personnels, hein, donc on est soucieux effectivement des deniers publics. Mais je pense qu'on pourrait malgré tout accentuer, par exemple, la présence du triporteur à des horaires voilà, dans les différents quartiers populaires, de façon à ce que on puisse, nous, associations, inciter les gens à aller voter sur ces créneaux, faire de la publicité, donc ce qui serait un bon rapport qualité-prix par rapport à la démocratie participative. Alors, je sais qu'il est souvent pour avoir été de temps en temps, je vais voir comment ça se passe. Marc Falguière, procession, sur la place Kandinsky d'ailleurs. Il va aussi sur les Périchots, etc. Alors évidemment, le problème des Frères Voisins, c'est que voilà, faut passer les barrières successives. C'est le problème malheureusement de la configuration. Mais on va voir si on peut. Alors, je sais pas, il est peut-être prévu plusieurs fois. Enfin, je vais regarder qu'on puisse. Mais ce sera de toute façon à des horaires de bureau, si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas le mettre par exemple entre 18h et 20h parce que j'ai pas les personnels. Hein. Peut-être Monsieur Rigaud voulait parler là-dessus. Prenez le micro, Monsieur Rigaud. Voilà, j'ai bien compris que le budget participatif avait beaucoup de succès et toutes ces éditions font que vos services sont saturés de travail, probablement, puisque la mairie de Paris, cette année, a demandé à ce qu'on ne propose pas des projets d'aménagement de voirie. Alors, je voudrais faire le reflet des conseillers de quartier qui, eux, ont aussi un budget d'investissement et sur tous les projets qui sont adressés à vos services, souvent c'est la DEV ou la DVD, ce sont des projets d'aménagement. Et comme on a du mal à avoir des retours, on aimerait savoir dans quelle mesure ces dossiers vont être instruits et quand est-ce que la ville va nous donner des réponses pour nous dire c'est tel projet d'aménagement, d'investissement de voirie, ça peut être un gendarme couché ou telle plantation qui va être réalisée à tel endroit. On aimerait avoir quelques réponses rassurantes de façon à ce que chaque année, on ne reste pas dans le flou avec des projets ensuite qui ne sont pas réalisés et des habitants qui ne sont pas contents du tout parce qu'ils se disent « mais on nous parle de budget d'investissement au niveau des conseils de quartier et on ne voit pas les réalisations ». Voilà. Merci. Madame. Bonjour, j'appartiens au quartier Falguière-Bargue Procession. Je ne parlerai pas du projet qui est déjà en marche depuis 2 ans, puisque cette année, on le représente encore au vote
des habitants du quartier, des utilisateurs du conservatoire, pour essayer d'avoir la troisième partie pour que le budget puisse arriver à suffire. Je vais parler d'un autre sujet. Sur le quartier, nous avons un gymnase. Moi, je ne vais pas au gymnase tout simplement parce que je ne peux pas y accéder. Il y a des marches qui sont trop importantes, il n'y a pas d'autre accès, donc ça limite déjà la possibilité d'aller. Mais je pense qu'il faudrait qu'en effet il y ait un projet de réaménagement de ce gymnase qui semble être en difficulté. Il y a des fuites, il y a des infiltrations. Seulement, faute de pouvoir moi-même aller constater sur place, je ne peux pas faire grand-chose. Falguière, oui, c'est le gymnase Falguière. J'ai essayé de joindre le gymnase aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à ce que je ne sais pas si c'était le gardien qui était là ou un autre responsable, se prononce sur l'état de son gymnase et en parle plus. Et je n'arrive pas à joindre la principale association de sport qui... Paris 15. Paris 15, je n'arrive pas à les joindre, on est toujours sur répondeur. Moi, ils me joignent très souvent. Pardon? Moi, ils me joignent très souvent. Oui, parce qu'ils ont besoin de vous, monsieur le maire. C'est pas pour le même sujet. Mais là, je voulais éventuellement avoir le soutien des associations qui utilisent l'établissement. Soit une association de gymnastique, soit les pompiers qui viennent y faire de l'entraînement régulièrement, je crois, ou d'autres. Hein. Mais là, je suis en pays inconnu. C'est pas mon genre de fréquentation, le stade. Ben alors, écoutez, déposer un projet de budget participatif, hein, parce que moi, je suis alors à fond sur votre position. Ce qui se passe dans ce gymnase, au niveau de son état, quoi, n'est pas acceptable. En plus, Paris 15, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des gymnastes, alors souvent des petites filles ou des petits garçons. Et il fait d'abord un froid de canard, ce qui est d'ailleurs dangereux quand on pratique la gymnastique à haut niveau. Hein. Il peut y avoir des claquages, etc. Donc c'est très très peu chauffé. Ils sont obligés de mettre des seaux sur les tapis parce que il y a de l'eau qui coule quand même, hein, dans le gymnase, qui traverse le toit. Là, j'y suis allé dimanche d'ailleurs pour remettre des coupes sportives, enfin peu importe. Et il y a du flocage du plafond qui tombait maintenant. Alors les gymnases me disaient, j'espère que c'est pas de l'amiante. Alors bon, j'espère aussi d'ailleurs, hein, mais non, là il y a un gros sujet. Pour moi, c'est le gymnase maintenant que les autres, bon, sont dans un meilleur état. Enfin non, il y en a encore qui sont pas dans un très bon état, mais il doit être prioritaire pour une programmation de travaux dès que possible, parce que là c'est vraiment plus possible. Sans compter qu'il n'est pas accessible en plus. Donc c'est quand même un gros sujet le gymnase Falguière. Hein. Alors je sais qu'à un moment donné on voulait faire un toit végétalisé pour cultiver des tomates, des radis sur le toit. Bon, c'est sympathique, mais ça règle pas le problème de ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Bien d'accord avec vous. Aujourd'hui, alors peut-être monsieur Chaude, qui est le nouveau directeur des sports du 15e, va peut-être nous en dire plus sur le gymnase Falguière. Bonsoir. Donc, au niveau du gymnase Falguière, donc vous aviez raison, on a un problème d'accessibilité. Donc l'accessibilité est obligatoire, donc on est à l'étude. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Au niveau des fuites, normalement elles ont été résorbées. Donc on a fait passer quelqu'un qui a vérifié les toitures. Il semblerait qu'il en reste une aujourd'hui, alors qu'avant elles étaient multiples. Donc je vais pouvoir vérifier ça rapidement. Et voilà, si vous avez des problèmes pour rejoindre qui que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, nous on est là pour vous répondre et on le fera avec plaisir. Bon, enfin voilà, c'est bon. Oui. Un petit plus, est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce gymnase un aménagement pour permettre certains jeux de ballon? Parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de rouspéter après les jeunes, parce il y a des jeux de ballon qui perturbent un petit peu le calme des quartiers. Mais s'ils avaient un peu plus d'espace pour eux-mêmes pratiquer, ça pourrait aider à ce qu'il y ait une meilleure compréhension de part et d'autre. Alors, il y a un projet d'installation d'un micro-terrain de sport, si je peux dire, mais pas dans le gymnase. Ce serait plutôt à l'extérieur. Il y a notamment une proposition sur le square Platon, une partie du square Platon. Ça plaît pas à tout le monde, voilà. Mais moi, s'il y a des budgets, enfin des projets de budget participatif, c'est pas mal parce que ça nous oblige à engager un petit peu le débat. Ça aurait pu être aussi sur d'Alpera, hein, sur le square d'Alpera, où il y a déjà d'ailleurs des jeux de ballon, mais pas suffisamment. Donc on sait que là-bas, il y a des jeunes désœuvrés, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et certains d'entre eux, enfin ceux qui se livrent pas au trafic de stupéfiants, par exemple, peuvent effectivement bénéficier d'un terrain pour jouer au ballon notamment. Mais oui, c'est un vrai problème. Sauf que lorsqu'on a envisagé, on a même des plans, hein, l'installation d'un terrain de jeu sur le square Platon, sur une petite partie, enfin sur une partie du square Platon, parce qu'il y a un mur aveugle, voilà, et puis il n'y a pas de construction autour, il y en a en face, mais hein, il y a eu quand même des protestations aussi des habitants qui habitent de l'autre côté de la rue Falguière et qui ont leurs fenêtres qui donnent sur le square. Bon, donc on n'est pas encore bien au point là-dessus. Enfin, je ne sais pas si certains veulent s'exprimer là-dessus. Monsieur Schott. Oui, mais sur le gymnase Falguière, il n'y a pas d'espace. C'est un des seuls gymnases qui est dédié à la gymnastique. Il y en a très peu. Vous en avez un sur le 15e. Et pour l'instant, on va le conserver. Oui, d'ailleurs, c'est là qu'on lui... J'y étais dimanche, c'était les championnats gymnastiques de Paris. Vous voyez, c'est pas simplement le 15e. Donc, tout le temps, il y a des championnats qui concernent plusieurs arrondissements. C'est pas simplement le 15e, c'est le 15e aussi. Mais vous voyez, c'est un gymnase qui est effectivement dédié à la gymnastique. Il est assez petit d'ailleurs. Hein. Oui. C'est un petit gymnase. Hein. Donc, on a un problème. Voilà. Mais bon, faut qu'on arrive à sortir quelque chose. Monsieur, allez-y. Bonsoir. Donc, moi, je parlerai au nom d'un groupe qui s'appelle la rénovation de la partie sud de la rue de Vaugirard, comme vous le savez. Alors, c'est un projet qui, normalement, est très vivant hein, et qui est d'actualité parce qu'il a été approuvé en 2015, mais les études ont fait que maintenant, il pourrait être mis en œuvre. Donc, nous attendons un démarrage, hein, c'est ce qu'on nous a annoncé. J'espère que ça peut tenir. Un démarrage au cours du premier trimestre. Hein. Consiste donc à rénover la partie sud de la rue de Vaugirard depuis la place La Porte de Versailles jusqu'à la rue de la Cretelle. Et surtout en accordant une attention particulière à ce qu'il y a une petite place là, en face de la rue de Cadix, où il y a différents restaurants, comme le restaurant qui s'appelle 750 grammes, je crois. Ouais, 750. Pas les 50 grammes. Bon, qu'on aménagerait de façon normalement très sympathique, avec des jardinières, et puis aussi des bancs, et aussi des aménagements dédiés aux enfants. Hein. Alors, voilà. En plus, comme on voudrait que ça soit vraiment mené jusqu'au bout, on a demandé une rallonge à la mairie de Paris. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un écho. Enfin, on considère qu'il faut que le budget ne soit pas extrêmement limité, parce que, évidemment, comme il est en concurrence avec d'autres projets du même type, qui s'appelle Paris aux piétons, qui avait une enveloppe de 8 millions, mais sur ces 8 millions, on a promis quelque chose, nous avons compris, de 300 000 euros pour ce projet. Enfin, on va voir si on peut faire ça de façon assez complète. Mais alors, voilà, maintenant, l'idée, c'est que notre groupe a eu, c'est aussi de s'occuper du viaduc qui est au-dessus de cette portion de rue. Hein, vous voyez ce viaduc qui enjambe la rue de Vaugirard, au niveau qui est sous la petite ceinture, hein, sous la voie verte, je crois, enfin, la coulée verte. Hein, donc, qui est donc un quadrillage de poutrelles qui n'est pas trop rouillé, qui n'est pas très heureuse. Actuellement, il y a là un filet qui empêche, je pense, certains, qui protège la rue. Mais si c'était dans l'idéal, ça serait d'aménager ce viaduc, en particulier en y mettant, c'est l'idée, en y mettant des plaques de couleurs, hein, de différentes couleurs, et avec un éclairage qui permettrait la nuit donc d'éclairer ces plaques. Alors, ce projet, nous l'avons aussi discuté avec la Maison du Vitrail. La Maison du Vitrail, c'est un peu sa spécialité. Alors, évidemment, on va pas mettre des vitraux de verre, mais on penserait à des plaques de couleurs, de différentes couleurs. Ça pourrait être très harmonieux. C'est quand même une entrée de Paris très importante, hein, cette rue de Vaugirard. Donc, voilà, en gros, l'idée, c'est que d'ici dimanche, nous allons avoir le chiffrage de la Maison du Vitrail. Et puis on va faire une demande. Alors j'espère que cette demande, elle est recevable, qu'elle ne sera pas retoquée d'office pour des raisons que j'ignorerai. Ce n'est pas de la voirie. Voilà. Justement, je vais passer la parole au directeur de la voirie, mais c'est vrai que c'est un beau projet.
D'ailleurs, c'est grâce à vous qui, depuis des années, vous battez pour l'aménagement de la rue de Vaugirard sur le bas Vaugirard, qu'on pourra avoir ce projet. C'est vrai que vous avez de la persévérance. Vous voyez qu'il faut en avoir pour travailler avec l'administration. Mais finalement, donc, les choses sont en bonne voie. J'espère qu'aussi pourra bénéficier de ce projet de la maison de vitrail, même si malheureusement son propriétaire est décédé. Voilà quelques semaines, mais sa femme, effectivement, Christiane, reprend le flambeau, et sa fille surtout d'ailleurs. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Passieux pour qu'il puisse peut-être vous donner plus de précisions. Donc, ce projet d'aménagement du bas de la rue Vaugirard, là, donc, comprend, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, un élargissement de trottoir sur le trottoir ouest, donc, puisque l'objet premier, c'était justement la facilitation des circulations piétonnes, notamment en face du parc des expositions, et puis avec des flux assez importants. Ça comprend aussi un contresens cyclable sur toute cette longueur pour permettre de rejoindre, pour faire une liaison avec le boulevard des Maréchaux. Et puis, alors, de fait, il y a cette petite place sur laquelle on a beaucoup travaillé avec l'aide de Monsieur Clovel, et puis entre autres, mais avec d'une équipe. Et on a bon espoir, effectivement, que les travaux commencent. On est en train d'obtenir les autorisations administratives, mais que les chantiers débutent en mars, comme on avait prévu. La maison du vitrail, non, ça ne me concerne pas. Et le tout, c'est que oui, moi je voudrais juste rajouter un mot, Monsieur Clovel, parce que je voudrais d'abord saluer votre ténacité autour de ce dossier que vous avez porté au départ à bout de bras, et vous dire que l'idée de réhabiliter un petit peu la sous-face du viaduc est une très belle idée, parce qu'effectivement, quand on arrive, on est à la fois sur l'entrée de la petite ceinture, qui a été magnifiquement réhabilitée. C'est un lieu quand même assez exceptionnel. Et l'entrée n'est pas au niveau. Il faut repenser et la sous-face, et je pense, et les côtés. Alors, par ailleurs, on va avoir la rénovation de la gare de Vaugirard, la restauration, si je puis dire, et le ravalement, ce qui est une bonne chose parce que ça sera beaucoup plus agréable sur la petite placette que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, c'est une aire de stationnement, c'est un espace qui est un petit peu à l'abandon, et dès lors que la gare sera ravalée, ça aura beaucoup plus d'allure. Et la SNCF avait un projet de relouer à différentes activités les bâtiments dont elle est propriétaire de part et d'autre du viaduc. Alors il y a le garage du chemin, et puis il y a de l'autre côté une agence de voyage, et puis une location de voitures. Ce projet a été arrêté pour différentes raisons d'ordre politique, on va dire, au Conseil de Paris, c'est-à-dire que la délibération qui devait être votée a été retirée de l'ordre du jour. C'est dommage, parce qu'il y avait là l'occasion de réhabiliter l'ensemble dans ce secteur, de déposer un certain nombre de publicités qui dénaturent un petit peu le paysage sur ce coin. Mais j'espère que le coup d'envoi sera donné avec effectivement le traitement de la sous-face du viaduc. Le fait de la couleur, c'est une bonne idée. Il faut savoir que le viaduc, c'est propriété SNCF, donc on aura aussi affaire avec la SNCF pour obtenir toutes les autorisations nécessaires. En tout cas, bravo pour votre idée. J'insiste sur des détails qui peuvent paraître minimes. Il se trouve qu'actuellement, elle n'est pas toujours spécialement bien fréquentée. Donc, c'est une question de police. Mais il y a des aménagements peut-être que j'ai rajoutés. C'est par exemple de ne pas permettre aux gens de pénétrer sur la nuit sur la coulée verte. Et là, il faut réélever d'une manière ou d'une autre la rambarde qui mène sur l'escalier. Il y a des détails de ce type-là. Il y a d'autres petites choses là qui sont peut-être moins agréables à dire, mais ça peut servir aussi d'urinoir, ces endroits-là. Il faut essayer de combattre tout ça. Ce sont des méfaits, enfin des nuisances qui sont pas tolérables. Oui, nous avions demandé d'ailleurs une plus forte sécurisation de la coulée verte quand elle a été réalisée. On n'a pas pu l'obtenir malheureusement pour des questions de crédit, j'imagine. Et même aussi des caméras d'ailleurs, puisqu'on peut prendre en enfilade avec une seule caméra quasiment toute la coulée verte. Bon, ça aurait pu être fait. Il
et un manque de personnel aussi, puisque en fait les personnels de surveillance qui vont sur la coulée verte, d'ailleurs quasiment que pour ouvrir et fermer le matin et le soir, hein, il y a aucune sécurité pendant la journée. Ce sont des personnels qui viennent de Citroën, du parc Citroën, hein. Donc on n'a pas eu de renforcement de personnel, même si ça fait une augmentation sensible du nombre d'espaces à surveiller. Et puis aussi la dégradation des ascenseurs, d'ailleurs, hein, où on a vraiment eu des pannes à répétition parce qu'ils sont dégradés et que là aussi, ça coûte très cher, quoi. On envisage aussi l'aménagement du tunnel. Oui. Tu veux dire un mot? Pour l'instant, c'est statu quo. Oui, on a toujours dans l'idée d'ouvrir le tunnel de Vaugirard, hein, parce que quand on se promène sur la petite ceinture, on est obligé de sortir, puisque on ne peut pas le franchir actuellement. Ça a été mis au projet Réinventons Paris, et les réponses qui ont été apportées n'étaient pas satisfaisantes. Donc peut-être que ça fera l'objet d'un autre, dans le cadre d'une autre relance de Réinventons Paris 3, on peut imaginer, parce que là on a fini la phase 2, mais nous restons très tenaces parce que cette promenade n'a de sens que si elle est vraiment continue. Et pour l'instant, on est confronté à des problèmes de sécurité pour pouvoir ouvrir les grandes grilles, et puis d'éclairage et d'autorisation d'ailleurs de la préfecture, hein. Il y a quand même un certain nombre de travaux à engager, donc ça ne peut se faire que dans le cadre d'un projet Réinventer Paris, avec des partenaires extérieurs qui apportent les financements nécessaires. Et puis le tunnel peut accueillir également des activités. Alors il y avait des propositions qui étaient faites autour de l'art, etc. Mais pour l'instant, c'est un point d'interrogation, si ce n'est qu'il y a la volonté de la mairie du 15e d'accompagner ce projet d'ouverture. Alors, madame, qui n'a pas encore parlé. Bonsoir. Me concernant, j'ai une question sur l'éclairage nocturne dans le 15e. J'ai vu qu'il y a à peu près un an, fin février 2018, il y avait une expérimentation rue Antoine Bourdelle sur un éclairage intelligent de nuit. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné, donc peut-être que vous pouvez nous donner plus de renseignements à ce sujet. Je voudrais aussi savoir si des choses ont été prévues concernant la limitation de la pollution lumineuse dans le 15e. Je ne sais pas si ça fait partie d'un des projets appelés Nouvelle rue intelligente dans le 15e, voté l'année dernière. Je ne sais pas si ça en fait partie. Et si ça n'en fait pas partie, est-ce que ça vous semble pertinent pour limiter la pollution lumineuse due aux vitrines, aux affichages publicitaires, aux lampadaires? Il y a quand même beaucoup de pollution lumineuse dans le 15e. Voilà, merci. Merci, monsieur Passieux. Alors, concernant l'expérimentation qui avait été faite rue Antoine Bourdelle, elle a effectivement eu lieu. Donc, d'ailleurs, le maire est venu inaugurer le lancement de ce projet. Donc, c'est en fonctionnement depuis le septembre, je crois. En tout cas, c'est donc le principe, hein, c'est qu'il y a des détecteurs sur chacun des candélabres de la rue qui détectent à la fois les véhicules qui se présentent et puis même les piétons qui circulent dans la rue, voire dès qu'ils sortent de chez eux. Donc, ce qui permet d'avoir un système qui pilote tous les luminaires, pour limiter à partir de 1h du matin jusqu'à 5h du matin, en gros, hein, c'est quand il n'y a pas trop de monde, pour pas qu'il y ait des changements, des niveaux lumineux qui changent tout le temps. Mais donc l'idée, c'est d'abaisser ce niveau lumineux au maximum, tout en gardant quand même un côté sécuritaire. Et puis dès que quelqu'un est détecté, que ce soit un véhicule ou un piéton, le niveau remonte de manière assez rapide. Enfin, tout ce programme. Et pour le moment, ça a été plutôt accueilli assez favorablement. Peut-être dans la salle, il y aura des questions là-dessus, mais on a eu une question une fois sur le niveau minimal, s'il était suffisant, mais sinon la plupart des gens étaient satisfaits. Alors maintenant, non, mais vous avez... Question plan climat d'une manière générale. Alors je pense que votre question était plus orientée sur les vitrines et l'éclairage public, mais
quand on change tous les luminaires, là, effectivement, on passe en LED, donc on réduit considérablement les consommations électriques et ça s'inscrit dans... On appelle ça d'ailleurs, nous, les opérations plan climat. Et puis, bien sûr, tous les luminaires qui avant étaient les boules ou qui envoyaient de l'éclairage en hauteur et de façon inutile sont changés avec des réflecteurs et puis on éclaire que les parties utiles, quoi, donc les trottoirs, chaussées. Alors, je réponds. Oui, j'ai répondu la par la pollution voirie. lumineuse. Vous avez répondu? Oui, ben c'est ça sur le plan climat, la pollution lumineuse par la partie éclairage public, hein, 100 ans. Après pour les vitrines et moi j'ai pas de compétences particulières en la matière. Mais oui, c'est un objectif évidemment. Ça reste. Oui, il y a des politiques, mais ça s'inscrit pas dans mon domaine. Non, mais c'est un cadre législatif de toute façon. Oui. Comment? Antoine Bordel. Oui. Alors, j'ai des remontées qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Parce que, effectivement, quand une personne passe ou une voiture passe, ça s'allume. Mais après, ça s'éteint quand la personne est noire. Et si elle est un petit peu noire, il est noir. Alors on me dit, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ce que j'ai comme remontée. Étant donné que je suis du quartier là-bas, et ils ne sont pas tout à fait satisfaits, si vous voulez. C'est-à-dire, parce que quand vous dites quand la personne est loin, s'il n'y a personne, c'est ça l'objectif, c'est que s'il n'y a personne dans la rue, le niveau baisse. Non. Mais si elle est suivie, une fois qu'elle a passé le sillon de la lumière, il n'y a plus rien. C'est le noir. C'est pas noir, hein, parce qu'il y a toujours un niveau d'éclairement minimal qui est réglable d'ailleurs. Moi, je vous fais la remontée que j'ai eue, je ne suis pas passée. Oui, donc, j'ai pas fait le test. Mais alors, voilà. dans l'absolu, c'est dès que quelqu'un est détecté, ça monte. Donc s'il y a une autre personne qui est juste derrière, forcément, le système s'éteint pas et il reste bien sûr enclenché au niveau nominal. Toute la rue. Ça éclaire que le passage, en fait. Et c'est Alors, bien. quand il y a une voiture, de fait, selon les réglages, ça peut se réduire assez vite. Ça se réduit pas non, c'est pas non plus allumé-éteint. Hein, c'est des réductions qui sont programmées. C'est surtout des gens qui passent cette petite rue qui est assez déserte, on va dire. Donc, pour eux, c'est besoin de se sentir en sécurité. Et apparemment, c'est moyen dans leur retour, quoi. Vous voulez dire qu'il y a des personnes, comme c'est éclairé que dans la zone où ils sont, donc c'est-à-dire sur 30 mètres de large, à peu près, 15 mètres avant, 15 mètres après, ils trouvent qu'ils ne sont pas en sécurité parce qu'ils ne voient pas au-delà. C'est peut-être ça. Tout à fait. Bon, voilà. Bien, est-ce qu'il y a des propositions de budget participatif? Madame Derrière, allez-y. Merci. C'est pour revenir sur le gros projet de réhabilitation du quartier Bargue. Nous allons demander cette année la participation pour la 3e fois au vote des habitants du quartier. Mais étant donné qu'ils n'ont pas encore vu le premier piquet de planter, première pelle qui interviennent, les gens commencent à se poser des questions, savoir ça va se réaliser, quand ça va venir, parce qu'on nous fait voter, on demande nos participations, on est très actifs sur le quartier pour arriver à faire voter correctement sur ce dossier, mais on n'a pas d'éléments tangibles à leur proposer en disant voilà où en est le dossier, parce qu'il va falloir quand même qu'on puisse aller leur expliquer le pourquoi, pour l'instant, ils ne voient pas encore en dehors de la place du marché qui devrait déménager dans les semaines qui viennent, pour autant que les travaux se terminent, parce qu'ils réouvrent au fur et à mesure qu'ils ferment. Donc, savoir un petit peu sur quoi on va pouvoir se baser pour emmener avec nous un maximum de votants. Si vous faites la découverte que le temps administratif est un temps long, effectivement, vous en avez là un bon témoignage. Et comme ça, c'est bien, ça vous fait votre expérience, voire votre formation. Mais non, alors, les choses sont lancées. Moi, ça fait 20 ans qu'on essaie de rénover ce quartier. Bon, les choses sont lancées réellement. C'est quand même nouveau. Et ça, c'est appréciable. Maintenant, ça va pas se faire en quelques mois. Donc, d'ailleurs, je suis intervenu au conseil d'arrondissement la semaine dernière là-dessus, à l'occasion notamment d'un projet de délibération concernant l'aménagement du nouveau marché, qui sera, alors je parle sous le contrôle de la voirie, parce que c'est la voirie qui gère ça, devrait pouvoir être mis en place le long de la rue Falguière, entre la place Falguière et la rue Platon, du côté du square Platon, en avril. Voilà. Alors c'est pas tout à fait quelques semaines, c'est un peu plus, mais c'est en avril. Bon, et puis alors il y aura donc une réunion, il y aura donc une information des riverains
par lettre une réunion sur place avec les riverains. Il y a également aussi, bien sûr, la nécessité que les marchands soient redisposés. Donc ça demande une réunion aussi pas très facile avec les marchands, d'autant plus que ça arrive qu'en même temps la ville en profite pour, je le dis au passage, tripler la redevance pour les marchands. Il n'y a pas de petit bénéfice, n'est-ce pas? Comme on change de marché, c'est vrai qu'il aurait normalement une plus grande commercialité, mais je me suis quand même élevé contre le fait que je crois que la redevance qui était de 30 000 euros passe à 150 000 euros, quoi. Oui, voilà, par exemple. Et donc, je vais m'exprimer là-dessus au prochain Conseil de Paris pour m'y opposer, mais bon, sans beaucoup de succès, parce que je pense que c'est très dur déjà pour les marchands qui sont sur les marchés découverts parisiens, surtout en ce moment, sans compter la baisse de recettes avec les gilets jaunes, etc. J'étais sur le marché de Breteuil samedi à 15 jours. Comme la manifestation des gilets jaunes passait sur Invalides Montparnasse, on leur a demandé de fermer à 13h, alors qu'il reste plus longtemps, quoi. Hein. Donc ils perdent 1 heure de recette, quoi, hein, quand même. Vous voyez, plein de choses comme ça. Donc c'est pas le moment d'en rajouter. Donc c'est problématique tout ça. Voilà. Il y a quoi? Il y a 13 marchands sur ce marché qui sont de qualité d'ailleurs. Alors et en plus il y a un linéaire qui est un peu plus court, hein, de quelques mètres par rapport au linéaire actuel. C'est pour ça que on ne reste pas juste sur la rue Falguière, mais qu'on redescend un peu sur la rue Bargue. D'ailleurs, on a réaménagé le trottoir sur une trentaine de mètres, peut-être à peu près. Donc c'est avril. Alors ensuite, oui. Alors j'ai pas en tête les dates, mais après il y a tout un processus calendaire qui va nous amener sur plusieurs années. Je peux vous dire que il y a eu vendredi dernier une réunion à l'hôtel de ville avec tous les services. Peut-être Monsieur Passieux y était, je sais pas, non? Oui, et Madame Velin. Et Madame Velin. Ben voilà, ben très bien, c'est pour vous, ça. Je réponds à votre place. En fait, je fais votre boulot. Mais voilà, il y avait une réunion des services à l'hôtel de ville, présidée par le secrétaire général adjoint, où mon cabinet était également représenté. Ben donc le mieux, c'est que je passe la parole à Madame Velin, parce que c'est quand même la direction de l'urbanisme qui est chargée de l'ensemble, et c'est une énorme opération. Je suis extrêmement heureux de voir commencer maintenant, mais qui va s'échelonner, hein, bien sûr, sur un certain temps. Bonjour. Oui, vous n'êtes pas venu pour donc rien. je suis Florence Velin. Excusez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard. Je reprends Parlez le plus dossier. près du micro. Je reprends le dossier là depuis quelques mois, en fait, depuis cet automne. Ce que je peux vous dire, c'est que ça avance, et je trouve assez vite, en fait, hein, au moins d'un point de vue administratif. Hein. Donc on a des réunions. Ce qu'on peut dire, c'est déjà que Paris Habitat se met un peu en ordre de marche, en fait, hein, pour traiter la démolition des dalles, hein, et donc qui est un peu un préalable au réaménagement de l'ensemble du quartier. Et en parallèle, on travaille donc avec la direction de l'action culturelle sur le conservatoire, hein, donc pour essayer de consolider un projet de réaménagement digne de ce nom. Hein. Donc tout est un peu encore à coordonner, donc c'est sûr que ça va pas arriver tout de suite, mais les choses prennent forme, hein, ça je peux vous l'assurer. Et donc Paris Habitat organisera tout au long de l'année 2019, en fait, il va y avoir des études, hein, parce que c'est quand même complexe, ça porte sur plusieurs immeubles de logements, des espaces extérieurs, il y a... Et donc, il y aura une concertation qui sera menée donc, par Paris Habitat, mais aussi en concertation avec les autres directions de la ville. Hein, la DAC d'un côté pour le conservatoire, la voirie pour l'espace de la place Kandinsky. Donc, c'est vraiment, on prend le global, hein, on ne va pas faire des petits morceaux. Et donc, l'année 2019 sera consacrée donc à recenser un peu les besoins des habitants, d'écoute, de travail avec un maître d'œuvre urbain. Hein, donc il va y avoir une équipe d'architectes paysagistes qui va être désignée là au printemps par Paris Habitat pour, je dirais, consolider, construire ce projet qui va se décliner ensuite en différentes phases et éléments. Ce qui nous manque un petit peu, c'est de l'information à nous les résidents du quartier, parce qu'on va bien venir. Ah oui, voilà, mais c'est... Il peut y avoir de temps à autre d'informations, soit par voie de courrier, soit une réunion publique sur le secteur. Pourquoi pas? Nous,
c'est non, alors le projet ne date pas d'il y a 10 ans quand même, heureusement. Et là, il y a la démolition des passerelles, mais il y a eu effectivement un grand vide, si je peux dire, entre la démolition des passerelles et la reprise du projet. Parce que la démolition des passerelles devait donner, qui doit être de 2010 peut-être, devait donner le signal de la rénovation. Et puis bon, on est en 2018, voilà, donc ça a traîné. Il a fallu se battre quand même, hein, parce qu'effectivement, il y a toujours problème de crédit, de ceci, de cela. Et puis c'est un secteur très compliqué parce que vous n'avez pas de chance, c'est d'urbanisme sur dalle. Donc dès qu'on est sur l'urbanisme sur dalle et qu'on veut repasser à l'urbanisme sur rue, parce que c'est ça le fond du projet, végétaliser, planter d'arbres, etc., c'est extrêmement compliqué de savoir à qui appartient ce morceau de dalle ici, là, etc. Et donc on a mis des années. Je me souviens d'une réunion que nous avions fait avec ma mère adjointe, dans cette salle même d'ailleurs, où on avait 30, 40 personnes autour de la table pour essayer de déterminer la propriété de toutes les parcelles de la dalle, jusqu'à la petite rue d'impasse de la Fresnaye, qui a bougé dans le temps. On a dû faire appel au notaire de la ville de Paris, qui est venu avec ses grimoires de 1850 et quelques, des premiers lotissements du secteur qui était de la campagne à l'époque. Enfin oui, c'est quand même, on a mis, je sais pas, des mois et des mois, à tel point qu'à un moment j'ai dit, bon écoutez, je vais sortir de la salle, on va fermer à clé, et puis quand vous serez d'accord sur la propriété de chaque parcelle, la fumée blanche, on vous libérera, quoi. Mais bon, on n'a pas été jusque-là, mais enfin non, c'était d'une complexité extrême. Aujourd'hui, je vous assure, les choses, mais sauf que pour présenter un projet après toutes les réunions quand même de concertation avec les habitants, etc., vous avez suivi ça, il fallait quand même que l'administration, sur le plan technique, travaille, et puis bon, elle n'a pas que ça à faire non plus, mais qu'elle travaille sur ce projet qu'on a finalisé vendredi un petit peu. Et bien sûr, je vous l'ai dit, il y aura d'abord une réunion déjà, et bon, on posera d'autres questions bien sûr, sur le déplacement du marché, voilà, qui aura lieu c'est en avril, d'ici le mois d'avril par définition, peut-être en mars ou quelque chose comme ça. Donc il y aura une réunion plus un courrier qui sera adressé aux riverains là-dessus. Madame Clermont-Tonnerre. Oui, je voudrais juste ajouter un mot pour dire que les choses bougent, parce que d'ailleurs, avec Madame Velin, nous avons assisté à une sorte de jury pour sélectionner 4 groupements d'architectes paysagistes, personnes spécialisées dans la concertation, etc. Donc on les a auditionnés à tour de rôle. On leur avait demandé, enfin Paris Habitat leur avait demandé de présenter une esquisse de leurs intentions. Donc on a eu un dialogue assez fructueux. Après, bien sûr, le choix ne nous appartient pas. C'est la commission d'appel d'offres de Paris Habitat qui, au regard aussi des éléments financiers, des réponses financières apportées par les différents groupements, fera le choix. Mais ça c'est concret, quoi. Je veux dire, ça faisait des années qu'on attendait cette phase-là. Ce groupement sera donc désigné début mars, en fait. Donc là, d'ici un mois, il y a une équipe qui va pouvoir commencer à travailler. Elle sera désignée. C'est Paris Habitat qui a la balle dans son panier pour faire avancer aussi le dossier. Oui, enfin, on est obligé de travailler les uns avec les autres, puisque les choses sont mêlées. Le conservatoire est au milieu de l'ensemble. Voilà, enfin, donc, une fois que ce maître d'œuvre sera là, on va pouvoir décliner, je dirais, comme je vous ai dit, pendant l'année, des séances de concertation, de travail avec les riverains, mais aussi entre la ville et Paris Habitat, pour mettre au point un projet et pouvoir le mettre en œuvre ensuite. Madame lève la main depuis longtemps. La partie de... Est-ce que l'on peut demander que les pavés soient sciés à un certain endroit, là où c'est vraiment pas praticable, non seulement pour les piétons où on se tord les pieds, mais évidemment pour les fauteuils roulants encore moins. Donc là, est-ce qu'on peut demander, est-ce que ça fait partie du budget participatif? Soit pas toutes, parce qu'on n'y arrivera pas, mais est-ce que ça fait partie du 15e? Est-ce que c'est de la ville de Paris? Est-ce que... C'est Port de Paris. C'est la propriété des berges, c'est Port de Paris. En revanche, on peut porter la demande auprès de la Direction générale de Port de Paris, puisque comme vous avez pu l'observer, il y a des réaménagements en cours sur le port de Javel-Bas.
Et donc, je pense que c'est quelque chose qui sort du budget participatif, hein, parce qu'on n'est pas chez nous, si je puis dire. Et moi, je veux bien porter la demande. D'ailleurs, vous pouvez me saisir, et comme ça, j'aurai plus de poids, si je puis dire, pour porter la demande, si elle émane d'associations et d'usagers, pour faciliter les déplacements des poussettes et des personnes à mobilité réduite, et puis même pour un confort général. Sachant que ce sera une partie seulement, parce que l'esprit du port, c'est aussi de garder la trace des activités portuaires passées, mais c'est une très bonne idée d'envisager un cheminement avec des pavés sciés. Donc, saisissez-moi, et puis j'essaierai de faire avancer les choses, sans garantie, mais j'essaye. Monsieur. Bonsoir, c'est pour vous dire que je vais déposer une proposition pour créer une ressourcerie dans le 15e, puisqu'il y a beaucoup d'arrondissements qui se sont équipés d'une ressourcerie, donc ça serait très intéressant. Alors une ressourcerie, c'est un endroit où on peut venir déposer des objets qu'on n'utilise plus et qui vont être recyclés. En fait, on est sur le fait d'éviter d'avoir à racheter systématiquement des produits neufs tout le temps, sur le fait de pouvoir recycler, réparer, réutiliser des objets. Et je pense que c'est assez intéressant aussi d'un point de vue éducatif pour les enfants. C'est aussi un endroit où on peut emmener les classes pour les sensibiliser au fait qu'on consomme. Il y a de la réparation, il y a de la récupération, il y a de la réutilisation. Et il y a aussi beaucoup de pédagogie en fait autour de ça. Et voilà, parce que moi j'aime beaucoup le Twitter du 15e. Il y a beaucoup de tweets sur le robot Nao, mais finalement j'aimerais qu'il y ait un peu plus de sujets un peu plus variés. Voilà. C'est très varié, ne vous inquiétez pas. Simplement, on a précédé votre idée, puisque on a une étude en cours sur l'implantation d'une ressourcerie à l'intersection du boulevard Lefebvre et de l'avenue de la Porte-Brancion, à l'emplacement d'une ancienne station-service qui était là, BP, je sais plus, Esso, enfin bref, peu importe. Donc en face des immeubles de Paris Habitat, vous voyez. Et donc ça fait, nous avons un projet qui est en cours d'étude là. Simplement, donc le projet est tout à fait prêt, mais le problème est celui de la dépollution du site, qui doit être complété ou fait. Je ne sais plus où on en est de ce point de vue, mais voilà. Donc dès que le site est dépollué, on implante la ressourcerie. D'accord. Donc ça, le budget est déjà consacré. Il n'y a pas besoin de déposer de projet dessus. De combien? 510 000 euros quand même, hein. C'est ça? Ouais. Donc le budget est prévu. Le budget est prévu, il a été voté en 2016. Je pense que c'est pas dans le cadre du budget participatif, non? Si, voilà. C'était voté en 2016, dans le budget administratif 2016, mais donc après il a fallu chercher le lieu. Et puis là, bon, dépolluer, tout ça, voilà. Ça serait possible d'avoir une liste de tous les projets qui ont été votés par le passé, qui ne sont pas encore arrivés. Peut-être ça nous permettrait de... Mais ça existe. C'est sûr, vous l'avez sur Internet. C'est que ceux de l'année dernière, en fait. Vous n'avez pas les précédents. Vous l'avez, alors peut-être, mais vous, okay. Sur le site de la mairie. Absolument. Oui, parce que, effectivement, à voter un projet qui est voté à l'année N, parfois, l'année N plus 3, il n'est toujours pas en place. Et faut, voilà, service technique, etc. Y a-t-il encore une ou deux questions avant qu'on ne lève la séance? Sinon, ben non, je vous remercie de votre participation ainsi qu'à toutes les directions qui étaient présentes. Et bon, voilà, j'espère que le cru 2019 sera un bon cru, voilà, pour le budget participatif du 15e. Merci à toutes et à tous.